Elle n'est certes pas en or, Stéphane, mais bien en pierre, cette citadelle de Besançon. C'est le monument que vous avez placé en première position. Perché sur le mont Saint-Étienne, ce bastion franc-comtois de 11 hectares surplombe la vieille ville. Lionel est historien et 100% bisontin. Il nous emmène sur la colline qui fait face à l'ensemble. C'est ici que l'on peut observer le synclinal. Le synclinal, c'est cet énorme soulèvement, cet énorme plissement géologique sur lequel donc Vauban va asseoir sa citadelle. C'est effectivement le talentueux Vauban qui a fait de Besançon l'une des plus redoutables places fortes d'Europe à la fin du XVIIe siècle. Une époque en pleine évolution sur le plan militaire. Au fil des années, les systèmes de défense avaient changé. Alors, on n'était plus à la petite tour féodale, on était pour de grands ensembles, on était pour des ensembles bastionnés. Et à ce titre, Vauban avait un grand rôle à jouer. Du reste, non seulement on a considéré que c'était une œuvre militaire, cette citadelle de Besançon, mais on est venu du monde entier voir comment elle avait été réalisée, et tout cela par esthétisme. Il n'y avait plus seulement le côté militaire. Le fameux architecte est éternellement lié à la ville. Un personnage qui hante toujours les murs de la citadelle. Ah, monsieur de Vauban. Ah, monsieur Estavoyer. Monsieur de Vauban va bien. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Au XVIIe siècle, la Franche-Comté fait l'objet d'une lutte acharnée entre la France et l'Espagne. Quand Vauban finit de tracer les plans de la forteresse, Besançon passe aux mains des Espagnols, qui se basent sur les notes de l'architecte pour construire eux-mêmes la citadelle. Quelques années plus tard, en 1674, Vauban et Louis XIV reprennent Besançon. Je retrouve une citadelle qui n'a que les eaux. Néanmoins, je vais rapidement prendre cette place, avec un temps à peu près comme celui d'aujourd'hui. Il a plu incroyablement, mais je savais où je devais attaquer, puisque c'est moi qui l'avais dessiné. Après ses 24 jours de siège, Vauban est de retour à la citadelle. Et obsédé par sa sécurité, il continuera à consolider les fortifications pendant près de 14 ans. Bonjour Lionel. Vous allez bien? Très bien, merci. Chapeau en arrière. Toujours. Capitaine Bois, grand spécialiste de la fortification franc-comtoise. Roland, ancien officier, s'est aujourd'hui transformé en soldat du patrimoine. Son passe-temps favori, arpenter le chemin de ronde dont il connaît chaque recoin. Il y a plein de zigzags sur ce chemin des rondes parce qu'il épouse parfaitement le rocher sur lequel le mur est construit. C'est pas parce que Vauban avait pris un verre de trop le midi, non. C'est parce qu'il suit parfaitement, il l'adapte au rocher. Donc automatiquement, dans certains endroits, il faut avoir un point de vue. On arrive à la guérite de surveillance qui permettait de surveiller la base du mur et le rocher. En matière de défense, on peut faire confiance à Vauban, qui pour ce gigantesque ouvrage n'a pas lésiné sur les moyens. C'est le chef-d'œuvre de Vauban et le plus cher. Et en fait, une citadelle jamais utilisée, sauf en septembre 1944, mais avec les Allemands à l'intérieur et les Américains en bas qui mirent plusieurs heures pour y pénétrer. Aujourd'hui, Lionel rencontre moins de résistance quand il passe les portes dérobées. De l'art de franchir les interdits. Il y a toujours un chantier en cours à la citadelle de Besançon. Séverin travaille sans relâche à sa rénovation depuis des années. Un métier pas si facile que ça à définir. Je ne suis pas un tailleur de pierre. Notre métier, la généralité, ça s'appelle un maçon, mais nous, entre nous, on s'appelle des pierreux. Et on travaille dans l'esprit de Vauban. Voilà. Et l'important quand on fait des monuments historiques, c'est de retrouver l'âme de ce qu'ils ont fait. Le travail de Séverin, enlever les pierres abîmées et les remplacer. Cela peut sembler tout simple, mais pour les connaisseurs comme Lionel, c'est un véritable travail d'orfèvre. C'est le spectacle, hélas, beaucoup trop souvent oublié aujourd'hui de ces métiers de toujours. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Lionel est admiratif et il n'est pas le seul. Sans le travail de Séverin et de ses prédécesseurs, la citadelle tomberait en ruine et ne pourrait accueillir les nouveaux locataires du lieu. Car la forteresse abrite aujourd'hui un zoo. Surprenant, non? Et dans ce zoo, c'est Mélanie qui s'occupe des animaux. Les premiers animaux qui sont arrivés ici dans l'enceinte de la citadelle, c'est dans les années 1960. C'était des sangliers et puis des animaux de basse-cour. Adieu, veaux, vaches, cochons. Dites bonjour aux lions, singes et autres lémuriens. Il y a même des flamants roses.
À ce sujet, Lionel a une question que vous vous êtes sûrement déjà posée. Qu'est-ce que ça mange, les flamants roses? Parce qu'il y a une histoire, on dit qu'ils sont roses à cause des crevettes. Alors, ils mangent effectivement des micro-algues et des micro-crustacés qui leur permettent de pigmenter leurs plumes. Et sans ce pigment, on ne peut plus avoir de comportement reproducteur. Parce que la coloration rose indique que c'est un animal qui est mature et qui peut donc se reproduire. Ah oui. Donc, sans cette coloration, pas d'œufs et plus de flamants, qu'ils soient roses ou pas. La citadelle, c'est aussi un petit peu cette espèce de jardin de la nature que la ville de Besançon offre à ses habitants. Exactement. Et oui, la citadelle de Besançon est vraiment un monument à part. À l'intérieur, vous pouvez y découvrir un jardin zoologique, mais également un aquarium, un insectarium et pas moins de 3 musées. Sans oublier bien entendu les remparts et leur panorama à couper le souffle.